Le nord de l'Ontario, c'est grand. J'ai appris à le découvrir à l'été 2015. Moi, petit gars originaire du Lac-Saint-Jean, je devais poursuivre le travail entrepris par le père Germain Lemieux, fondateur du Centre franco-ontarien de folklore. Pour un jeune ethnologue comme moi, une opportunité comme celle-ci, c'est un peu comme gagner à la loterie. Aller à la rencontre de ceux qui connaissent les fondements d'histoire de la région, des jeunes comme des plus vieux, c'est une occasion inespérée. Pour accomplir ma mission, j'ai parcouru près de 10 000 km en un peu moins de 3 mois. J'ai fait la route pour recueillir l'histoire des Nord-Ontariens, pour aller les rencontrer chez eux. Parce que connaître cette histoire nous aide à mieux comprendre qui nous sommes. Mieux comprendre d'où l'on vient, c'est ma mission aujourd'hui en reprenant la route avec vous. Je m'appelle Mathieu, ethnologue au CFOF. Bon voyage! Rosanne Brousseau, de Matès, a passé une partie de sa vie dans les camps forestiers. Elle s'est mariée le 8 octobre 1947 et une semaine plus tard, elle partait vivre au camp avec son mari. Je l'ai rencontrée avec sa petite fille qui, elle aussi, en a appris sur sa grand-mère. Le camp, ben, c'était juste une boîte carrée, on va dire. Là. OK. Notre lit était là, le signe là, une petite armoire toute petite. Là. C'était pas plus que ça. Une chaise berceuse. Est-ce qu'il y avait d'autres familles avec vous? Vous étiez À juste... côté de moi, il y avait juste Mme Rodrigue, c'était une Indienne. OK. Mais le camp principal, qui avait une couquerie puis tout, il était pas mal plus loin. Il fallait marcher un bon bout puis y aller. Puis moi, ben là, j'ai venu enceinte, puis c'était avec une petite trail dans le bois. Et puis quand il y avait des corps morts de même, là, des corps morts, on appelait ça des morceaux de bois. J'avais tout le temps peur de tomber, ça fait que quand mon mari allait chercher la grobe, là, le manger là, au grand camp, ben moi, je voulais que je reste chez nous, là. Je ne pouvais pas y aller. Il était assez proche du camp que je le voyais bûcher dans le jour, là. Ça fait que c'était pas à ça dans ce temps-là, là. C'était une chiotte. Est-ce que c'est commun comme ça d'aller vivre avec sa famille dans un camp? Oui, oui. De ces années-là, là, moi, j'étais jusqu'à temps que ma petite aille aller à l'école. Ah oui? Oui. Tu vois, je savais pas ça. Oui. Puis quand Denis est venu au monde, là, il est venu au monde au mois de mai, là, à l'automne, la petite a commencé son école, puis lui, ben, il venait juste d'arriver, là, j'aurais pas retourné avec les deux. Fait qu'il y avait d'autres femmes qui allaient au camp avec leur mari à cette époque-là? Ah oui. Ah, wow. Chez Paul Gagnon, voyons, comment on appelle ça, là, le business à Paul Gagnon, on était quasiment un petit village. Ah. Oui. Toutes les femmes, elles restaient dans le bois. Et c'était seulement pour la saison hivernale? Oui, on ressortait le printemps. Mais là, il y avait Spring Cut qui appelait. Comme on avait remové un petit camp plus proche, moi et ma soeur, on restait dans le même camp, c'est pour la Spring Cut. Ça, c'est le tremble là, qui pleine, puis c'est avec des chevaux, ça, là, cette année-là. Et puis, on a resté là tout le temps, la Spring Cut, on a sorti à fin d'avril, je pense. Ils furent nombreux à monter travailler dans les camps de bûcherons en hiver. En octobre 1953, Monsieur et Madame Jean Gingras, nouveaux mariés, montent à leur tour. Ils y passèrent 2 hivers avant de revenir s'installer ici, tout près de l'église du lac Sainte-Thérèse, pour élever leur famille. Ils se souviennent ensemble de la belle époque des camps de bûcherons. Ben, Fontaine, lui, il y avait 2 moulins à scier. Il y en avait un au lac Sainte-Thérèse, puis il y en avait un autre au campement, à la poste à Fontaine, qu'on appelait. Ça, c'est acheté l'hiver. Parce qu'ils charrouillaient le bois avec des tracteurs et des slings, hein.
Mais il y a des fois, il y a Quand il y en avait trop, ben, il enroquait sur le lac, il plaçait des rafts de bois, là, puis il tombait le bois là-dedans. Puis quand ça déjà le printemps, mais le moulassis du lac Thérèse partait. Il y avait un boat, puis il montait, il se faisait une rafte de bois, puis il descendait dans la rivière. Hein? C'était pas mal le toit de la rivière, ça passait serré des places. Mais ça passait tranquillement, puis il amenait ça au lac Sainte-Thérèse. Le moulassis au lac Sainte-Thérèse, il revenait tout l'été. Tant qu'il y avait du bois qui était bouché, il restait sur il n'y avait plus, ben, il fermait ça, puis là, ben, c'est les camps qui rouvraient, les camps de bouchage. Ouais. Et il y avait une coquille là-dedans, puis une coupe, puis une coquille. Puis... Il y avait celui qui prenait la job, là, Le jobber. le jobber. Puis là, après ça, il y avait 2 ou 3 qui travaillaient dans la cuisine. Ça dépendait de la grosseur comment est-ce qu'il y avait d'hommes. Puis il y avait un bang boss. Ça, c'est celui qui avait soit des chevaux. Le band boss? Bang boss. Bang boss, oui. Bang boss. Puis il y avait le showboy. Ça, c'est comme un homme à tout faire, là, tu sais. Il faisait le ménage de la citerne. Il faisait il chauffait, comme il disait tout à l'heure, là. Il charriait l'eau, parce que dans ce temps-là, il fallait qu'il charrisse l'eau à bras. Il y avait un carcan, un chaud. Il emplissait. Fait qu'il On charriait ça, avait un ouais. gros drum d'eau dans la cuisine, là, de ce qu'on faisait à la cuisine. Il emplissait ça, il fallait qu'il voie que ça soit toujours plein. Puis dans la citerne, pareil. Fait que, il y avait ça là, qui faisait runner le... On mangeait quoi? D'accord. On mangeait quoi? Oh, moi, Ben, il y avait beaucoup du gros lard, comme on appelle, là, parce que ça se conservait, ça, le lard salé. Puis, il y avait des canages aussi. des canards, j'en avais, mais moins qu'il y en a à cette heure, là, mais il y avait quand même les tomates, le jus de tomate, les fèves puis les pois, là, ça c'était commun pas mal, là, Dans les viandes, on mettait du ballonné, puis du jambon. Il y avait quand on avait les commissions qui arrivaient, ben là, on faisait du bœuf, du rose beef. On se dépêchait à faire tout cuire, qu'est-ce qu'on pensait qu'ils se gaspilleraient, fait on donnait ça en premier. Après ça, ben, c'était le lard salé, on faisait des grillades, qu'ils appellent, là, comme au lieu du bacon, là, c'était des grillades. Puis des omelettes, ça, il y en a fait beaucoup. Du macaroni. Des fois, on pouvait la faire à la viande quand on avait assez de viande. Puis des viandes achetées, on avait le clic, le ballonné. Ça se conservait plus longtemps. Quand on voit une monture, un pistolet à l'assaut, on s'imagine l'aventure, un cowboy au grand chapeau. Quand on voit les épinettes, un hache, une chainsaw, on reconnaît sur sa casquette, bûcheron du Canada. Oh oui, il y a un gars capable, ce bûcheron, ce Canadien. Oh oui, il est infatigable, bon travailleur et guéluron. Le bois du nord d'Ontario est réputé pour sa qualité bien au-delà des limites de la province. Une saison de croissance courte assure une fibre beaucoup plus compacte, ce qui va offrir un produit de meilleure qualité. Pendant une certaine époque, il y a même le New York Times qui est imprimé sur du papier fait à partir de fibres nord-ontariennes. Au milieu du 20e siècle, après des débuts modestes, les moulins à scie sont multipliés dans le Nord et les entrepreneurs du corridor de la 11 ont contribué à leur façon à leur modernisation. Oui, c'était très aventurier, je pourrais dire, là, d'arriver dans l'environnement. Puis c'était tout avec des bars à base des farmers. Là. C'était tous des sites, là, c'était parce qu'il y avait des terres. Et la majorité sont aperçus que l'été est court ici. Là. Et puis ils devaient gagner des sous autrement que juste par la terre. Là. Donc c'est là qu'ils ont commencé. Lui a commencé un petit moulin, puis c'est venu un petit peu plus gros. Puis, après, maintenant on est rendu à peu près à cette grosseur ici. Mais les moulins étaient tellement petits. Là.
Ça suivait, comme on disait dans ces années-là, ça suivait à patch. Et puis, quand il avait fini, le petit moulin, il déménageait de place. OK, donc c'était un truc qui était portatif, C'était pas des gros moulins. Ouais. Il bâtissait une petite bâtisse là, en bois, là, puis c'était vraiment pas gros. Là. Mais ça faisait l'affaire. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il montait aussi dans les chantiers pour couper? Oui, ça passait la majorité là, qui passait l'hiver. Là. Puis une fois le printemps arrivé, là, ça revenait au bercail. Là. Mais quand c'est pas tellement loin, il pouvait revenir régulièrement. Là. Mais souvent, il passait la semaine là, puis il fallait sortir les fins de semaine. Durant la période de mécanisation, on cherchait beaucoup de jeunes qui avaient œuvré sur les fermes. La raison pour ça était que ces jeunes-là avaient déjà l'habitude d'aller travailler sur l'équipement, étaient débrouillards, travailler en forêt. Donc, on embauchait ces gens-là, on les envoyait dans le secteur forestier. Il y avait l'expérience des tracteurs. Il y avait l'expérience de la machinerie, l'expérience de la ferme, il y avait l'expérience de la mécanique. Donc, c'était des gens faciles à entraîner. Pour les gens de la ville, on les envoyait au moulin. Là, on les avait sous contrôle parce que si tu envoyais une personne qui n'était pas entraînée en forêt, il se perdait. Bien là, il fallait t'envoyer quelqu'un le chercher, là. Où est-il? Il faut que tu réalises, juste un exemple, en 1970, les ordinateurs sortaient. Le monde parlait des ordinateurs, mais c'était, tu sais, hey, c'était merveilleux, c'était quoi un ordinateur? Tout le monde cherchait. Nous, ici, on a développé un système de maintenance préventive pour tout l'équipement mobile forestier. On avait 700 pièces d'équipement. Puis des débusqueuses, des garrettes, comme vous appelez au Québec, là, on a eu jusqu'à 170. Donc, ça prenait absolument un outil pour être capable de gérer la maintenance pour les budgets, la production. À la fin de la journée, on voulait savoir combien ça nous coûte la corde. Mais avec le système d'ordinateur qui n'était pas vraiment pratique, il fallu coder chaque composante, chaque pièce dans une machine, développer une feuille que les mécaniciens remplissaient à toute réparation qui se faisait, préparer la documentation. On avait des secrétaires qui entraient les données qui étaient envoyées à Toronto. L'ordinateur était gros comme un transport, avec des grosses roues partout, là. Puis, le lendemain, on recevait une copie détaillée qui se rattachait à la pièce, qui nous donnait des données comme depuis la première journée de la pièce d'équipement jusqu'à la dernière, le montant de moteur, le montant de transmission, le montant de différentiel, le montant de courroie, le montant de service, changement d'huile qui était fait sur la machine, le montant d'heures qui restait à la machine avant qu'elle se doive d'être, que les composantes devraient être changées. On avait ça dans les années 70, c'était précoce, là. Puis, avoir les systèmes d'aujourd'hui, ça aurait été une affaire de rien. Mais dans ce temps-là, là, c'était quelque chose, là. On était en avant de toutes les compagnies forestières. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ça. Il n'y a presque plus personne qui touche actuellement un bio, une planche, un madrier. Tout est fait à la machine. Je dirais que c'est les plus gros changements. Déjà, là, tu rentrais dans un moulin ou un planeur, puis il y avait du monde partout. Parce que chaque personne, il fallait qu'il prenne le madrier puis le piler. Maintenant, c'est tout optimisé. Il n'y a quasiment pas personne. Dans la forêt, là, même avant le temps de la chainsaw, là, au boxa, à hache, comme on dirait, là, il y en avait du monde là, dans les sentiers. Là. C'était une bûcheuse, il n'y a pas de bout. Là. Fait que, moi, je dirais que c'est le plus gros changement, c'est la capacité de moderniser toutes les installations. Puis, il n'y a plus personne là, qui force physiquement, pratiquement. De la force physique, il y en avait dans le nord de l'Ontario. On sait très bien que pour travailler dans les camps forestiers, il
fallait être fort. Certains bûcherons étaient tellement forts qu'ils en sont devenus des légendes. Un peu partout cet été sur le long de ma route, on m'a raconté des histoires de personnages légendaires qui ont marqué l'imaginaire des habitants de la 11. Petit Fonsolette, c'était un vieux garçon. Il était un petit bonhomme tout court. Il voyait pas de l'air, il avait des grosses lunettes épaisses, des fonds de bouteille, avec des petites broches là, à l'entour des oreilles. Il avait toujours un petit béret blanc sur la tête, et puis une poche de graines de mil. Une poche de graines de mil, là, ça contenait 120 livres Mais lui, il traînait toujours ses affaires dans cette poche-là. Puis il restait juste au bout de ce chemin-ci, à peu près une terre de creux. Il n'y avait pas de chemin pour aller là. Lui, il avait fait un petit chemin, là, mais c'était tout. Il avait son petit camp là. Puis il faisait du moonshine, de la bagasse. Puis il coupait ça, il faisait de la crème d'amande avec ça. Et puis, c'est un bootlegger, Contrebandier? Oui. Et puis là, le monde y allait boire là. Puis il se faisait descendre quelques caisses de bière. Il y en avait qui voulaient boire de la bière. Ça se fait que, après les heures, bon, c'est les fins de semaine, quand les bars n'étaient pas droites. Puis là, il lui faisait un show parce que c'est que il prenait, comment tu dis ça, des dumbbells? Des pesées, là. Ouais. Il y avait 500 livres. Puis il se mettait ça sur la tête. Et puis là, il se baissait les bras, puis il faisait un tour complet de même. Puis là, il reprenait ça, puis il le mettait sur la tête. Puis là, tout le monde, il voulait voir ça, là, il y en avait bien qui ne criaient pas. Puis il essayait d'élever, puis il n'était pas allé l'élever, eux autres mêmes. Son petit chac, il avait fait un chemin qui faisait le tour. Et puis, dans la fourche du petit chac, là, il avait abattu une grosse épinette. Une grosse épinette, elle était grosse comme ça, là. Et puis, elle barrait les deux chemins. Ça fait que, quand il voulait que le monde vienne, il revirait l'épinette sur le long. Puis là, le monde pouvait rentrer puis aller dans le cours. Puis quand il ne voulait pas qu'il vienne, il revirait de travers puis ça bouchait les deux chemins. Ça fait qu'elle était assez pesante. Puis là, il y avait 2 polices provinciales qui avaient été pour aller fouiller sa cabine pour voir s'il ne trouvait pas du moonshine. Puis ils les ont embarrés tous les deux dans le chac. Et puis, il est sorti par le porte en arrière, puis il a barré la porte en arrière. Il faisait semblant de balayer, là. Et puis les polices fouillaient il y avait rien qu'une petite chambre, là, puis ils fouillaient en dessous du lit, puis dans les armoires. Il est sorti par le porte en arrière, il a barré la porte en arrière par en arrière, avec un cadenas. Il a fait le tour du chac, puis il a barré celle-là d'en avant, par en dehors. Quoi. Et puis, les polices, ils avaient amené le char direct au roll-camp. Puis là, il a pris la grosse log, puis il a reviré de travers pour boucher les deux chemins. Puis les polices, ils ont été obligés d'appeler pour avoir de l'aide pour ôter cette log-là de là. Il n'était pas capable de mouver à l'eux deux. Puis lui, il a pris le bois. La famille Roland Belair, son père s'appelait Joe Belair. C'était des gens qui étaient venus de la Saskatchewan. Puis ils sont établis à Lauder. Puis ils étaient dans le secteur forestier. Puis éventuellement pour s'établir au Petsika. Au Petsika, Roland était jeune, mais par contre, il est devenu un géant. Il est devenu un excellent footballeur. Puis il a joué pour l'école secondaire avec son frère. Et plusieurs des amis ont été chercher un championnat. Et lui, dans ce temps-là, quand il jouait au football, on l'appelait Bingo. Parce que quand ça frappait, c'était bingo, les joueurs opposés étaient partis. C'était un géant. Puis c'était un homme aussi avec une force herculéenne, dans le sens que il y en a d'autres qui étaient capables de lever des barils de pétrole ou de gasoline de 450 livres. Mais lui, il était capable de le prendre. Puis ce qu'on appelle, nous autres, les bateaux de drabe, les pointeurs, le prendre sur le quai, embarquer dans le bateau, puis aller le placer au bout du bateau. C'est assez spécial. Comme pour être capable de garder ton balai avec un baril de 450 gallons. C'est une autre chose qu'il faisait aussi avec son frère, pour se pratiquer, il prenait les fameux... comment est-ce qu'on dirait ça? Un rack en français? Un rack... Un rack pour les camions, pour transporter les bois de pulpe. Un rack.
C'est incroyable. la plateforme de chargement, mettons. Puis, dans ce temps-là, c'est des camions des roues. Puis ça, c'était fait avec du gros bois. Puis, le printemps, on enlevait les attachements. Lui et son frère prenaient chacun le bout. Ils levaient ça sur le camion. Après ça, ils faisaient des exercices avec C'était quelque chose à voir. D'autres individus ont également marqué l'imaginaire des gens de la région. Ils ont aussi influencé la littérature et leur histoire continue de se perpétuer encore aujourd'hui. C'est le cas entre autres à Hearst avec le récit du capitaine. C'est un vieux bonhomme à cheveux blancs quand moi je l'ai connu, avec les cheveux longs, la barbe, et qui portait toujours, ou presque toujours, une casquette de capitaine. Ça fait que les gens l'avaient surnommé. En fait, c'est un vieux clochard, ni plus ni moins, là, qui traînait souvent sur le coin des rues. Les gens l'avaient surnommé le capitaine à cause de sa casquette. Il était très rare ceux qui savaient qui il était en réalité. Il venait d'ailleurs, j'imagine. Là, c'était pas, on ne lui connaissait pas de parenté ou de connaissances dans la région. Puis c'est peut-être à cause de justement que c'est un personnage un peu mystérieux. Là. À un moment donné, dans un de mes romans, j'avais besoin d'un personnage mystérieux. Comme ça, alors je l'avais choisi. J'avais choisi de son nom. Non, pas son nom, mais son sobriquet, puis son comme personnage. Je suis pas le seul d'ailleurs, hein, parce que je me souvenais d'avoir lu un poème de Guy Lizotte, qui est un poète décédé aujourd'hui, là, mais un poète de Hearst, qui a écrit un poème sur lui, justement, le capitaine. Je le vois encore mettre à l'eau son canot et monter jusqu'au premier rire d'une source et s'y enivrer de poésie. Son sourire était celui d'un homme seul, mais bien. Dans ses yeux, quelques ruissellements de la rivière s'y plaisaient. Son visage fripé par la nuit de l'âge racontait une histoire d'amour déjà oubliée. Sous son œil droit, quelques rires de sa jeunesse s'amusaient. Il y a une autre légende qui marque encore aujourd'hui l'histoire, c'est celle d'une femme aérocoiffeuse qui était assez futée, dit-on, et qui aurait bien influencé le cours de l'histoire. Oui, la chute des Iroquois, c'était... il avait un groupe d'Iroquois qui était sur le sentier de la guerre. Et ils ont tué beaucoup d'Autochtones qu'il y avait dans la localité. Dans la localité, et ils ont pris une femme prisonnière qui leur a dit que plus loin sur la rivière, il avait une tribu très riche. Et pendant que les Iroquois dormaient dans leur canot, la madame a sorti des canots, elle s'est mise dans l'eau, a pris toutes les rames des Iroquois quand il arrivait proche du courant des chutes. Et puis quand les Iroquois sont réveillés, c'était trop tard. Ils ne pouvaient plus contrôler leur canot. Ils ont passé par-dessus les chutes, ils sont tous noyés. C'est la légende d'où Iroquois Falls a eu son nom. Puis elle a survécu. Elle a survécu, puis elle a ri un peu, là. Le Nord a connu son lot de femmes débrouillardes. Certaines partaient au camp avec le mari, d'autres restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Bien évidemment, il fallait garder tout ce beau monde-là au chaud et en santé. Et ça, c'était une tâche qui se déroulait tout au long de l'année. Ces femmes ont joué un rôle primordial dans le développement des communautés du corridor de la 11. Elles ont su transmettre leur savoir-faire aux générations qui sont venues après elles et qui continuent encore aujourd'hui à faire vivre la tradition. Quand j'étais jeune, là, puis que je faisais des recettes, tu sais, ma mère, elle nous disait tout le temps, ben, elle avait des livres de recettes, là, mais ces recettes étaient dans sa tête, puis elle faisait ça à peu près. Puis on n'aimait pas ça dans ce temps-là, parce qu'on disait, tu sais, comme on ne sait pas, là, tu sais. Mais là, je suis rendue à cette étape-là, là, tu sais, comme, moi, là, une recette, là, si j'ai pas une telle chose, je vais mettre une autre chose à la place, puis dans mes crèmes de légumes, disons que je fais crème de poireaux, puis que je vois que j'ai du céleri qui commence, qui est encore bon, mais qui est moins frais, là. Envoie le céleri là-dedans, puis on mélange, puis ça fait des tout ce qui reste.
quand je suis tombée à la retraite, ça fait déjà, je pense que ça faisait 5 ans, mais ça fait 6 ans que j'étais à la retraite. Donc tu vois, je m'ennuie pas. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire des conserves de fruits. Parce que j'en faisais comme de fraises, puis de framboises, puis de bleuets, ça on en faisait. Quand vous dites conserve, c'est vraiment conserve ou avec des confitures? En confiture, là. Au début, j'en fais au congélateur. Je peux faire des confitures freezer jam, là, qu'ils appellent, là. Mais j'aime mieux les vraies confitures qu'on fait cuire, là. Ça sent bon. Moi, je me rappelle quand ma mère a fait cuire ses pots qu'elle faisait sa confiture aux fraises, là. Et ça sentait de dehors, là, tu sais, tant que ça sentait bon. Puis là, mais j'ai commencé à en faire plus une fois que, depuis que je suis à la retraite, parce que j'ai plus de temps. Mais les gelées, aussitôt que j'ai des fruits, là, je n'en fais parce que là, c'est plus long. Parce qu'il faut que je fasse bouillir mes fruits avec l'eau. Et là, après ça, il faut que je vide ça dans un sac de gelée pour que le jus coule et puis que je ramasse juste ça. Donc, quand je fais ça, là, j'ai mon sac de gelée. J'ai ma passoire ici. Mais là, mon sac de gelée, il faut que je l'attache à quelque part, lui, là, pour que ça coule, là. Les premières années, je l'attachais ici, après la poignée de l'armoire. Ça fait que si on voulait avoir un verre, c'était un peu mettre commode. Ça fait que là, ça coulait là-dedans. Puis là, après ça, parce que ça prend au moins 4-5 heures, là. Parce que je pourrais presser le sac pour que ça coule plus vite, mais ça va faire une gelée moins claire. Donc, après ça, vu que c'était moins pratique pour la porte d'armoire, ben là, j'ai changé de porte d'armoire. Je fais ça j'attache mon sac dans l'autre, je rentre ça dans le poignet, je mets une pince à linge pour tenir, pour pas que ça traverse. Je m'arrange avec les moyens du bord. Mais l'an passé, là, des petits pots de conserve, là, j'en ai fait 600. Là, cette année, là, je suis rendue, j'avais 350 quelque chose, là. Puis là, avec ceux que j'ai fait hier, là, je suis rendue à 391. Mais j'avais dit que j'en faisais pas d'autres cette année, puis j'appelle ma soeur hier. J'ai dit, je sais, j'avais dit que j'en faisais pas, puis aujourd'hui, j'en ai fait toute la journée. Mais il m'en reste une sorte à faire, c'est celle avec les zucchini, là, le ketchup, qui est plutôt comme une relish aux zucchini, là. Ça, là, le monde attend d'après, là, ça, c'est... Je suis venu vous voir aujourd'hui, Monique, pour goûter à votre fameuse relish de zucchini dont vous m'aviez parlé lorsqu'on s'était rencontrés. C'est une recette qui était populaire, hein, je pense? Oui, très populaire, même qu'à mon dernier marché à Greva, mes pots ont parti comme des petits pains chauds, tellement que quand tu m'as appelé l'autre jour, je n'étais pas sûre qu'il m'en restait pour qu'on puisse y goûter aujourd'hui. Ben, c'est ça qu'on va faire. On va y goûter. Ils sont vraiment bonnes. Est-ce que vous allez en refaire l'année prochaine? Oui, la relish de zucchini, c'est certain que je vais en faire parce que je fais pousser des zucchinis à chaque année. Puis ça, je sais que ma demande va être là. C'est un incontournable. Justement. Merci beaucoup. De rien. Dans le nord de l'Ontario, on mange bien. Mais il n'y a pas que les traditions culinaires qui perdurent de génération en génération. Il y a aussi le tissage qui persiste. À Geraldton, Joanne Mikola a été marquée par le dévouement de sa mère pour le tissage et elle perpétue la tradition aujourd'hui. Le plus loin que je me rappelle, c'est d'entendre ma mère avec ses ciseaux quand on allait au chalet. C'était croche, là, c'est de couper le matériel. Ça, c'était quelque chose que dès qu'elle avait 2 minutes, là, elle coupait du matériel. Et puis, quand t'es jeune, tu te demandes, tu sais, quelle sorte de... Pour moi, c'est une perte de temps où c'était pas quelque chose de valorisant, mais maintenant que je vois tout le travail puis l'intensité de préparer ton matériel pour faire une Catalogne, je comprends maintenant que tous les petits temps qu'elle avait de se mettre sur la chaise berçante puis couper son matériel puis le préparer, comment que c'était important. Ça fait que ça, c'est le plus loin que je me rappelle de la préparation. Pour le tisser, je peux pas me rappeler l'âge, mais ce que je me souviens souvent, c'est que ma mère me dit toujours, dès qu'on faisait une rangée ou un motif, on choisissait nos couleurs, c'était « Ah, ben ça, c'est la couverte de ta tante. Ça, c'est la chemise de ton cousin. Ça, c'est les pantalons d'un... » Ça fait que
il y a vraiment un lien familial dans la couverture. Puis c'est ça que je trouvais intéressant, c'était toute l'histoire, puis tout l'échange qu'on avait, moi puis ma mère, à tisser une couverte. C'était pas quelque chose de monotone parce que il y avait toujours de la discussion autour des morceaux. Parce que justement, ça porte un peu la mémoire des gens de la famille avec leurs vêtements. Bien absolument. Ça, qu'est-ce que j'ai ici, c'est quelque chose du matériel de la laine acheté, mais vraiment la tradition, la Catalogne, c'est vraiment du recyclage. C'est quand on parle de vraiment réutiliser tous les morceaux, tout le coton, on ne jetait pas ça. Puis encore aujourd'hui, c'est certain que, comme je te disais tantôt, quand on peut avoir des grands morceaux, c'est beaucoup plus facile à couper. Puis il y a d'autres techniques où est-ce que ça va plus vite que couper tout ça avec le ciseau. Mais c'est pas la même chose que faire une Catalogne où est-ce que il y a plein d'histoires, tu sais. Tu as la robe de ta cousine ou le drap d'un. Ça fait que c'est quelque chose que je trouve qui met de la valeur, spécialement quand tu veux l'offrir en cadeau à quelqu'un, puis il y a des liens familiaux là-dedans. Je trouve que c'est très, très, très valorisant puis intéressant. Donc, il y a vraiment une notion de transmission, finalement. Absolument. C'est pas juste un morceau qui représente rien, finalement, tu sais, là. Je vous apprends rien en vous disant qu'ici, dans le nord de l'Ontario, l'hiver, il fait froid et il y a de la neige. Mais c'est une bonne saison pour pratiquer des sports de plein air, comme c'est le cas par exemple avec la raquette à neige. Ici à Hearst, lorsqu'on parle de la raquette à neige, on pense tout de suite à Lionel Collin. C'est un individu qui a appris à tresser des raquettes avec de la babiche et il a tiré son savoir en fait d'Autochtones qui lui ont transmis leur savoir-faire. Moi, j'ai pris le patron des Indiens de Moosonee et puis dans le coin de Moosonee, Roi-Piscat. Et puis j'ai adopté le tissage des cris du Québec dessus les raquettes. Dans une paire de raquettes de cette grandeur-là, comme ça, il y a 700 pieds. Là, je te le dirai pas en mètres, je ne sais pas le mètre encore, je ne m'en rappelle pas de ça, ces affaires-là. Il y a 700 pieds de babiche dans une paire de raquettes, comme celle-là, qu'on met. Ça, c'est beaucoup, ça prend à peu près 2 chevreuils et demi à 3 chevreuils pour le devant et le derrière. Ici, ça nous prend à peu près une peau et quart d'ornial, de veau ornial. Mais on ne prend pas toute la peau. On prend une certaine partie de la peau qui est la partie la plus égale. Comme les pattes, on ne prend pas ça. Dans le cou, on ne prend pas ça. Sur le bord du ventre, s'il est bien jeune, il est trop mince pour nous autres. Le mince, on va le mettre en avant. Aller chercher le bois dans le bois. Il faut que j'aille toutes les chercher. Il faut qu'on choisisse notre bois. Okay. On prend le contour de l'arbre. Tu as l'écorce, tu as le sapwood, et puis tu as après ça le bois durci. Nous autres, on préfère prendre l'autre écorce, on prend le sapwood. Puis il faut tout le temps que tu remarques d'où ton arbre était. Le bas de l'arbre et le haut de ta raquette. Le haut de l'arbre qui est le derrière de la raquette. Ça, il faut tout le temps que quand tu es dans le bois, puis tu commences à couper, puis quand tu viens par 1 pouce par 3 pouces, il faut tout le temps que tu marques ton devant pour savoir si ton devant est là, c'est lui qui va virer. L'autre, si tu vires contraire, par en arrière, il va être plus dur à virer que le devant. Parce que le devant a déjà eu une tension par l'arbre, avec, on appelle ça le flair, nous autres, en français, je ne sais pas, le flair de l'arbre, on essaie d'en garder un peu pour qu'on nous vire comme il faut, sans casser. Je n'ai cassé beaucoup, j'ai sacré beaucoup. Il y en a d'autres qui en font à Cap, il y en a à Smooth Rock, mais ils font ça d'une autre manière.
c'est pas les mêmes que nous autres. Mais les notes, qui sont les plus dures à faire, même l'Autochtone qui me l'a montré, il dit que c'est disparu dans sa réserve complète. Il essaye de ramener ça, puis c'est très, très dur. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. Comme les histoires du bon vieux temps que nous racontaient nos parents, il y avait toujours la petite jument qui labourait les champs tout le temps. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. Comme le dit Angelo Paquette de Cochrane, le temps nous file trop souvent entre les doigts. Avant même la télévision, avant même Internet, les gens savaient quand même comment s'amuser. On faisait des soirées dansantes, des soirées de contes, mais surtout, il y avait toujours de la musique qui était présente. Heureusement, il y a certaines choses qui ne changent pas. On a tout le temps eu de la musique un peu de maison. Mon père jouait de la musique à bouche. Moi, à un moment donné, j'ai joué du piano. Ils ont vendu le piano, j'ai pleuré. Mes frères ont joué du violon, on les a accompagnés. Mais à 14 ans, mon père est mort. Et puis, ma mère a décidé de nous emmener en Ontario pour pouvoir s'établir en Ontario, parce que les fermes n'étaient pas assez grandes à mettre à Betchwan. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai rencontré une petite demoiselle. Fait que c'est un petit peu tout ça. Puis, on a mouvé à Demain pour l'ouvrage. Fait que vous êtes né dans la musique? Ben, ma mère, elle jouait un petit peu de piano. Le piano que j'avais chez nous, c'était ma mère. Puis, mon père était très nerveux. Pour aller dans le salon, il fallait être fin en Moses. Fait que là, de la grosse musique, il n'avait pas tant que ça. Mais il y avait beaucoup de veillées. Mon père, il faisait des veillées, il invitait un musicien, il y a des veillées. Ouais. Puis, ça nous a pas nuit à l'oreille certain pour avoir le goût. Parce qu'il y en a que ça prend absolument le cahier. Moi, je viens d'entendre le morceau une fois, puis facilement, je joue. Parlez-moi de ça, des veillées. Comment ça se passait? Ça se passait, comme je disais, il invitait un joueur de violon tout seul, puis il s'assisait de dos à la porte, puis il n'y avait pas de boisson. Chez nous, il n'y avait pas de boisson. Mais des fois, ça revirait en jeu de cartes, puis avec du poker, avec des pommes, puis tout ça. Là. Il y avait des veillées comme ça. Puis après ça, ben, ça dansait pas beaucoup, on n'avait pas le droit. Chez nous, il y avait de la musique, mais on n'avait pas le droit de danser. C'était comme péché d'aller de danser. Là. Puis le fait des péchés depuis ce temps-là, Seigneur, bon, hein. Mais c'est pour dire que c'est beaucoup changé. Beaucoup changé. Mon père était aussi joueur de musique à bouche. Il m'a raconté que lui, il est arrivé du Québec dans la fin des années 40. Qu'il est arrivé dans le Nord souvent, à cause qu'il jouait la musique à bouche, ça y arrivait de jouer pendant qu'il collait des 7 carrés. Fait que lui, il a été musicien pour faire danser des quadrilles. J'en ai fait aussi, puis j'en colle. Ça fait longtemps. Ça fait une petite couche, je n'ai pas collé, mais je colle des 7 carrés aussi. Ah oui? Oui. Ah, c'est intéressant ça. Même quand j'étais à l'Université d'Ottawa, je vivais sur la rue Lise, puis il y avait un genre de party room au bout de notre édifice. On chargeait un prix modeste pour l'admission, puis on faisait peut-être... je calais 2-3 quadrilles pendant peut-être 1 heure de temps, après ça, le party plus moderne il commençait, mais ça avait un petit cachet, puis il y avait plein de monde qui venait, puis s'amusait. Puis c'est quelque chose que je faisais à l'occasion. C'est déjà arrivé qu'on me demande de caler des sets à un mariage. Puis moi, j'ai appris ça en faisant partie d'une troupe. À partir de en 7e et 8e année, le dentiste en ville, Roger Vachon, lui, natif de Sturgeon Falls, il connaissait les 7 carrés, puis il avait commencé une troupe de danse puis de folklore avec des jeunes de 7e, 8e année. Puis on s'est promené un petit peu, puis on a appris des quadrilles, puis on a donné des spectacles de cette façon-là aussi. Comme enseignant, j'en ai souvent fait avec mes élèves aussi. J'ai enseigné des cours d'histoire, il y avait une unité sur les Franco-Ontariens, j'en profitais toujours pour avoir un volet sur l'histoire de la culture canadienne-française. Donc j'ai intégré ça dans mon cours d'histoire.
pour cette unité-là, les chansons, les histoires, les traditions, les superstitions. Tout ça rentrait dans le programme du cours, puis ça ajoutait quelque chose de spécial au cours. Me voilà presque rendu à la fin de mon parcours. Tout au long de ma route, j'ai fait des rencontres porteuses d'espoir qui ont marqué la fin de certaines traditions et d'une certaine époque. Heureusement, on peut compter sur la présence d'une nouvelle génération pour reprendre le flambeau. Chose certaine, on pourra toujours compter sur la résilience et la créativité des habitants de la 11. Les 3 dernières que tu vois qui ne sont pas finies, là, c'est la fin de mes raquettes. Ah ouais? Ah oui, ça c'est chier. J'ai bien aimé ça, bien aimé ça, mais toute bonne chose dans le fin. Ah ouais? Fait que c'est un métier que j'oublierai jamais. Puis j'ai aimé faire ça comme un vrai fou. On a fait ça. C'était plaisant quand mon ami est en vie, on était 2. Et puis on s'astinait. C'était bien le fun. On travaillait ensemble pendant des années de temps pour faire ça. Puis là, ben, il n'y a pas bien de monde qui veut s'intéresser à ça parce que c'est beaucoup d'ouvrage. Ben, vous me disiez, vous travaillez avec votre petit-fils, ça, vous avez commencé... Ben, j'ai commencé à lui montrer comment couper de la babiche. Ouais. Et puis j'ai montré comment mettre la main line, qu'est-ce qu'on appelle, tout, mettre la babiche alentour de la raquette pour commencer, pour accrocher tout le tricotage dessus. Là. OK. Et lui, il n'a pas envie de prendre la relève? Non. C'est plutôt des gars de computer. Mais non, il trappe. Il a commencé à trapper. J'ai commencé à lui montrer comment plumer. Il plume bien, là, comme c'est là. Il plume bien ses castors. Puis, voilà, c'est tout un métier. Puis, s'il veut l'apprendre, ben, il va revenir. S'il ne veut pas, ben, on ne le poussera pas. Je ne pense pas que tu pousses quelqu'un à faire ça, là, il n'aimera pas ça. C'est pas... si c'est pas dans lui, il ne le fera pas. C'est comme ça que ça va finir. Là, ça va m'intéresser de voir ceux de mon âge, que les enfants, là, que j'en vois là, tranquillement. Là, je connais leur père. Ça rentre tranquillement. Là, ça, c'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas personne là, qui voulait aller dans la forêt. Là. C'est pas correct, c'était pas la place à être. Là. Mais à un moment donné, ceux qui sont un peu maniaques de chasse et pêche, les grands espaces, là, ils reviennent. Tout au long de ma route, j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sans aucun doute l'accueil chaleureux que j'ai reçu partout où je suis allé. À ma grande surprise, je découvrais un territoire et des gens qui m'étaient complètement inconnus et qui, pourtant, m'étaient si familiers. Le Nord, je m'y suis vite senti chez moi. J'ai réalisé en fait que cette histoire, c'était aussi mon histoire. Je suis maintenant nord-ontarien et j'en suis fier. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. Le jour se lève, je suis encore couché, le temps est pressé de commencer. J'ai beau lui dire de ralentir, lui il veut même pas m'écouter.
Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. On dit que le temps c'est de l'argent qui s'envole au premier coup de vent. Si j'en avais de temps en temps, je la donnerais aux itinérants. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. Je cours après le temps tout le temps, pour en sauver, pour en gagner. J'en ai trop perdu dans le passé, maintenant je vis dans le temps présent. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. Un temps pour rire et pour chanter, même en prendre un peu pour rêver. Y en a assez dans une journée, faut surtout pas le laisser passer. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. Comme les histoires du bon vieux temps que nous racontaient nos parents, y avait toujours la petite jument qui labourait les champs tout le temps. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. Pour essayer de gagner du temps, quand nous arrive le printemps, on le pousse d'une heure par en avant pour voir le soleil plus longtemps. S'offrir du temps de temps en temps, lui donner le temps bien sagement, prendre le temps, être de son temps. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je l'arrêterais pour un instant. Si je pouvais mettre ma main sur le temps, je lui dirais prends tout ton temps.